Alors, à partir de ça, on a commencé à ouvrir la technique et à l'appliquer à d'autres situations, et Dieu sait s'il y en a. Et en particulier, voilà un jeune garçon qui avait une anomalie du gène DYT1 qui crée une dystonie, comme vous le voyez, progressive. Hein. C'est à peu près au début de l'adolescence qu'on voit apparaître, il tombe à l'école et tout, puis vous voyez ce garçon, il a l'incapacité de se servir de ses jambes, et on l'a opéré dans le pallidum. On avait des raisons de penser qu'on pouvait être efficace sur la dystonie dans d'autres noyaux, en fait c'est le cas, et en particulier dans le noyau sous-thalamique dont on vient de parler. En France, j'en ai opéré 6 avec de bons résultats. Ça n'a pas déclenché l'enthousiasme des foules chirurgicales. Par contre, un de mes collègues à Shanghai, Bo Min Soon, qui était venu nous visiter, a dit « Ah, ça c'est intéressant », et il a une belle série maintenant, et voilà une malade de Shanghai, et puis on peut mélanger les deux cibles. Cette dame-là, la voilà, elle est couchée, elle était incapable de sortir de son lit, et vous allez la voir en train de marcher dans la rue à Shanghai, on la voit ici aussi, et puis elle va même faire du vélo en sens interdit, mais en Chine c'est pas gênant, et avec une efficacité considérable. Donc vous voyez déjà un élément que j'ai introduit, qui est qu'une même maladie, on peut obtenir des effets équivalents en intervenant sur 2 cibles différentes, le STN et le GPI. Alors pourquoi? On pourra en discuter, puis on peut cumuler les effets quand c'est nécessaire, en mettant plusieurs électrodes dans plusieurs cibles, ce qui est assez... Alors, très rapidement, on en est arrivé à la psychochirurgie. Vous savez que la psychochirurgie, à la suite, ici c'est Freeman et Watts, un neurologue, un psychiatre et un neurochirurgien qui faisaient des lobotomies, comme c'était classique, et Gazmoniz a eu le prix Nobel pour ça, et il avait un mobilhome. Il y a un bouquin qui s'appelle The Lobotomist, et il se promenait aux États-Unis, il allait dans les fermes. Vous n'avez pas un tonton qui n'est pas facile à vivre, ou quelqu'un dont vous aimeriez quand même qu'il obéisse plus facilement à ce que vous décidez, et il lobotomisait à la demande dans les fermes. Là, c'est sur la table de la cuisine, et il utilisait un ice pick, un pic à glace et un marteau. Et alors, si vous tapez là on a les sinus frontaux, c'est-à-dire des bulles d'air, vous tapez un peu, hop, on rentre dans le sinus, vous tapez encore un peu plus, vous passez l'autre paroi, et si vous poussez, il y a un 3e toc qui est parce que vous êtes arrivé sur la voûte crânienne. Et à ce moment-là, si vous faites ce mouvement-là, vous découpez le pôle frontal, vous passez de l'autre côté, vous faites la même chose, et au bout d'un moment, pour pas cher et vite fait, vous avez quelqu'un qui a ces 2 lobes frontaux qui ne servent plus à rien, qui sont déconnectés. La famille est contente, l'opérateur aussi, parce qu'il empoche une somme d'argent, il reprend son mobilhome, il va dans la ferme à côté. Alors je caricature volontairement extrême, mais ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est qu'il y a eu des gens qui rapportaient 3000 lobotomies dans leur activité chirurgicale de l'année. Des tas de personnes, en particulier, je crois, la mère ou la grand-mère de John Kennedy a été lobotomisée un peu comme ça, peut-être un peu de façon excessive. Donc, il y a eu véritablement un problème. Et ce qui est intéressant, c'est que le monsieur que vous voyez là, c'est pas le neurochirurgien, c'est le psychiatre qui faisait ça tout seul, au tel point que Watts, qui était le chirurgien, il a dit « Moi, je joue plus, je me lave les mains », et donc le psychiatre ça a fait tellement de dégâts qu'il y a eu un moratoire d'Asilomar, et où il a été dit qu'il fallait quand même arrêter les dégâts, et c'était devenu très difficile, même en France. Moi, j'ai fait une lobotomie avec mon patron quand j'étais interne, pour des douleurs intolérables, etc., une autre indication. Mais c'est vrai que d'un autre côté, quand on avait lobotomisé, c'était irréversible. Toutes les indications de psychochirurgie de l'époque étaient irréversibles. Et on ne pouvait plus en France
en faire, même quand il y avait un bon cas. Et les bons cas, c'était les troubles obsessifs compulsifs, les TOC, les OCD. Et il fallait vraiment beaucoup de difficultés pour arriver à opérer ces malades, ce qui fait qu'on ne le faisait pas. Et j'avais en 2000 questionné ce qu'on appelle le comité national d'éthique. C'est pas un comité qui vous autorise à faire un protocole clinique, c'est le comité qui vous autorise à faire du prêt d'utérus, de la gestion programmée de la procréation assistée, ou de cloner des gens pour en faire des soldats, ou tout ce que vous voulez, qui pose de vrais problèmes fondamentaux d'éthique. Et j'avais déposé un dossier en disant, vu qu'on a mis au point une méthode qui est réversible, est-ce que vous nous autorisez à faire quelque chose de façon non irréversible et qui avait été interdite en particulier à cause de son irréversibilité? Ils ont mis 2 ans à étudier le dossier et ils nous ont donné l'autorisation de le redémarrer dans des indications bien particulières, notamment les TOC. Et de façon intéressante, on a été aidé par une association de malades TOC qui en avait assez d'être traités par la méthode psychiatrique qui s'appelle thérapie cognitive, la thérapie cognitive, où on vous met, vous supportez pas, je sais pas, la sève d'une plante et vous avez ça vous empêche de vivre, eh bien on vous oblige tous les jours à en toucher et tout, en vous disant tu vois ça fait pas mal. Bon, c'est très difficile et c'était très peu efficace. On a été aidé par les associations qui sont allées voir, qui ont envoyé des émissaires, si j'ose dire, à ce comité d'éthique en disant autoriser les neurochirurgiens, en particulier à Grenoble, de faire ça parce que ça peut nous arranger la vie. Alors, c'est vrai, on va en parler rapidement, mais je dis toujours, attention, on ne nous donnera pas une deuxième chance si, à nouveau, on n'est pas raisonnable. Alors voilà un malade qui était un jeune malade qui avait une peur de la mort. On a tous peur de la mort, mais lui, c'était véritablement obsessif. Et il avait peur de tout. Il avait déménagé une fois parce qu'en face de sa maison, il y a une grande surface qui s'appelle Super U, qui s'est installée. Super U, urgence, mort. Paf, il a déménagé pour aller se mettre à un autre endroit. Il avait un parcours à travers la ville où il évitait les pharmacies, il évitait les cimetières. Enfin, et sa compulsion, vous allez le voir, c'était d'aller lécher le bord de la table, et puis si c'était pas le bord de la table, c'était par terre, et si ça marchait pas parce qu'il avait touché le nez et ça comptait pas, il allait descendre et éventuellement l'étage au-dessous. Donc on n'arrivait pas à lui faire lire cette phrase, le serpent a eu une crise cardiaque, c'est la mort, et il est mort, il est enterré dans un cimetière, c'était beaucoup trop, vous allez voir ça. Et on est en train de lui... Il dit non, pas question. Et il lèche sa montre. Il y avait beaucoup d'humour. Il disait, vous faites pas de soucis, c'est une montre étanche, donc je peux la lécher. Et ça c'était la compulsion qui allégeait un peu son anxiété. Vous voyez, là, il va toucher Et ça, c'était difficile parce que toucher avec le bout de la langue sans que le nez touche, c'est pas facile. Là, on met en marche la stimulation. 2 minutes après... Il est tout à fait décontracté, on lui fait lire ça, il le lit mal parce qu'on lui dit non, faites attention, il faut tous les mots, etc. Il dit bon, il n'y a pas de problème. Il avait même dit ce pauvre serpent, il n'a pas de chance parce que nous, Chirac, il a aussi fait un infarctus du myocarde et il n'est pas mort, lui. Ce qui est important, c'est que les gens disent ben voilà les impacts sociétaux de nos gestes. Vous êtes en train de modifier l'intellect des gens, vous lui avez changé sa personnalité. Non, on n'a pas changé la personnalité, c'est la maladie qui a changé la personnalité de ce citoyen. Et en lui donnant des comportements qui sont nocifs pour lui, gênants pour la société. Et nous, ce qu'on fait, c'est mettre fin au mécanisme qui est générateur de ça. Donc là, c'est essentiellement, et la même chose pour les dépressions. Donc, sans aller dans les détails, il y a une autre cible, et c'est en particulier les gens de Toronto qui ont montré que si on stimulait cette zone-là, qui devient hyperactive chez les déprimés,
eh bien, quand on l'inhibe par notre méthode, eh bien, les déprimés le sont moins. Ça ne marche pas aussi bien parce que les TOC, c'est très simple cliniquement à identifier. La dépression, c'est un champ très complexe, puis il ne faut pas le faire pour n'importe qui. Moi, si vous me dites de m'arrêter brutalement maintenant, je vais déprimer, mais ce n'est pas une raison pour me stimuler mon cortex CG25, tandis que les dépressions sévères qui ont fait plusieurs tentatives de suicide, ce sont des indications. Donc là, on nous dit, ben voilà, vous allez avoir les patrons maintenant, ils vont faire stimuler tout le monde, ils n'auront que des malades que des ouvriers qui sont contents, quoi qu'il se passe, ils ne seront jamais déprimés. Alors, ben non, c'est pas comme ça qu'on fonctionne, mais on ne peut pas faire n'importe quoi, justement. Alors, un autre exemple de troubles mentaux, c'est la maladie des tics de Gilles de la Tourette. Comme vous le savez, elle est très intéressante parce que c'est quelque chose qui a à la fois des troubles moteurs, les tics, vous allez en voir, et en même temps un comportement qui n'est pas normal, donc c'est un trouble mental, et en particulier avec des cris, avec des automutilations, et on se dit c'est quoi cette maladie où il y a à la fois des troubles moteurs et des troubles psychiatriques. Eh bien ça c'est alors il y a des tas de cibles qui ont été utilisées, beaucoup d'entre elles marchent, et là c'est une vidéo qui m'a été donnée par mon collègue Osvaldo Filho Vilela au Brésil, et vous voyez, c'est un jeune chanteur, je ne pense pas qu'il chantait kabyle, mais avec ses tics, des troubles moteurs de la marche, et on l'entend pas, mais il pousse des cris, des hurlements. Il y en a qui s'énuclent l'œil, qui se coupent un doigt, enfin il y a ce mélange. Et puis quand il est stimulé, dans une des cibles, en particulier le pallidum interne, bon, ça ne lui change pas son apparence, mais son comportement redevient tout à fait normal. Alors, si on va à d'autres, plus rapidement, le trouble de l'alimentation, l'anorexie mentale, si on stimule la même cible que celle qu'on stimule pour la dépression, eh bien, on voit l'index de masse corporelle qui réaugmente. Je ne sais pas si on le voit mieux sur la diapo que sur mon ordi. Et on inverse également le métabolisme du glucose, donc il se passe des choses véritablement importantes. Et c'est amusant parce que le retour de cette observation-là a fait reconsidérer les mécanismes de la dépression et des troubles de l'alimentation, pardon, et c'est considéré maintenant comme des équivalents complexes des troubles obsessifs compulsifs. Quand on refuse de manger, et ces jeunes filles, parce que c'est souvent des jeunes filles qui sont en anorexie mentale, il y a un côté obsessionnel de course à la déprivation alimentaire, à la courbe de poids, etc. Et finalement, on peut se dire là aussi, est-ce que c'est pas une modification du profil psychologique? Non, c'est le fait de vouloir absolument maigrir comme ça. Je ne suis pas en train de dire aux demoiselles qu'il ne faut pas essayer de maigrir quand elles le veulent, mais il faut être raisonnable dans les objectifs. Donc voilà. De la même façon que l'autre indication, qui est l'obésité, on s'est posé le problème. L'obésité, vous savez qu'il y a des noyaux qui s'appellent le ventromédial de l'hypothalamus et le latéral. Selon que vous détruisez l'un, que vous détruisez l'autre, vous faites des chats, dans tous les bouquins de physiologie on voit ça, soit des chats obèses, soit des chats obèses si vous détruisez le ventromédial de l'hypothalamus, ou des chats cachectiques, complètement amaigris si vous détruisez le latéral. Donc on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas avoir un intérêt pour ces malades? Et ce qu'on a imaginé, ce que j'avais proposé, c'est de glisser une électrode par voie endoventriculaire dans le fond du troisième ventricule. On est proche de deux noyaux, et si je stimule ici, je stimule ces deux noyaux. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pas inhiber, parce que si j'inhibe, ils vont encore être plus obèses. Donc il faut stimuler à basse fréquence. Et là, c'était la thèse d'un de nos jeunes collègues, Napoléon Torres, où on a mis des électrodes dans le troisième ventricule et connecté un stimulateur. On a fait perdre 8 kilos
alors c'est pas très basse fréquence, mais on l'a fait également chez l'homme, en l'occurrence c'est une dame, et c'est notre collègue Stéphane Chabardès qui a pris en charge ce protocole. Vous voyez, contre l'IRM, on a l'électrode qui descend là, et on stimule à basse fréquence, et elle pesait 185 kg, on est obligé d'acheter une table spéciale pour pouvoir l'opérer, et elle a perdu 16% de son poids en 6 mois, c'est-à-dire 30 kg, et on peut régler ça. Donc, on voit que ça marche aussi dans ce genre d'indication. L'épilepsie, je passe très vite. Dans certains cas d'épilepsie, ça marche très bien, dans d'autres pas, parce qu'il y a le Parkinson, le TOC, mais il y a les épilepsies, et dans les épilepsies, il y a des tas de formes différentes et de mécanismes différents, donc c'est un problème complexe qui n'est pas aussi efficace. Un autre exemple rapide, c'est les cluster headaches, les algies vasculaires de la face. Vous voyez ce jeune homme là en pleine crise, donc il a des vasodilatations de la face, on a l'impression qu'il a perdu le combat contre Mohamed Ali, et on sait que dans ces cas-là, si vous leur faites un PET scan pour regarder le débit sanguin, on voit qu'il y a une hyperactivité des noyaux hypothalamiques postérieurs, et c'est nos collègues de Milan, Franzini, qui a utilisé notre méthode pour aller refroidir ce noyau qui est hyperactif, et quand ça marche, eh bien, vous voyez, les symptômes disparaissent, et chez ce malade, l'électrode s'est déplacée, il est revenu à l'état où il était sur la diapo d'avant, et l'électrode a été repositionnée, et ça marche. On en a profité pour, à travers ça, développer une méthode dite intraventriculaire, endoventriculaire, c'est-à-dire qu'on descend l'électrode dans le troisième ventricule. On a opéré à peu près 25 malades comme ça. C'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup moins dangereux que de descendre une électrode dans le tronc cérébral, et on va s'en servir pour autre chose, vous allez le voir. Donc voilà une application. Alors c'est sûr, quand on voit ça, c'est là qu'il y a des gens qui ont dit, ben voilà, Ben, tu lui donnes, ta femme te quitte, il te la retrouve. Alors, on n'a pas essayé, hein, mais je pense que ça ne marcherait pas. Ça veut dire quand même jusqu'où peut-on aller. C'est pas parce qu'on montre qu'il y a beaucoup d'applications qu'on peut faire tout et n'importe quoi. Par exemple, dans ce papier de la femme d'Almasio, qu'on connaît bien, que tout le monde connaît, elle a montré que chez des gens qui avaient un coma traumatique, et au réveil de ce coma, il y en a certains qui étaient de gros fumeurs avant, qui ne sont plus fumeurs. Non seulement ils sont plus fumeurs, mais ils ont une aversion pour le tabac. Et on n'arrive pas à les faire fumer. Donc, les Américains font très bien les études épidémiologiques, et ils ont montré que chez ces malades-là, en utilisant de l'IRM, il y avait une destruction post-traumatique sélective de l'insula, surtout du côté droit. Et on pourrait se dire, bon, ben voilà, vous êtes fumeur, venez, je vais vous mettre une électrode dans l'insula à droite, et vous ne serez plus fumeur. Mettre une électrode dans l'insula à droite quand on fait de la chirurgie, de l'épilepsie, comme on en fait beaucoup à Grenoble, on met des électrodes dans l'insula pour vérifier que l'épilepsie ne se propage pas à l'insula, parce qu'aller réséquer l'insula, ce n'est pas toujours facile. Donc ce n'est pas un problème, on pourrait très bien imaginer de le faire. Est-ce que éthiquement, on a le droit de le faire? Moi, je me suis arrêté de fumer comme beaucoup de gens, parce qu'un jour, je me suis dit qu'il fallait m'arrêter de fumer, que ce n'était pas sérieux, et ça a marché, on n'a pas eu besoin. C'est pas facile pour tout le monde. Je veux dire que là aussi, c'est pas parce qu'on a l'outil qu'on a la liberté totale de l'utiliser, surtout si on a d'autres façons de faire. Donc, évidemment, on ne va pas stimuler l'insula pour le moment. Je ne dis pas qu'on ne le fera pas, ou que personne ne le fera, mais ce n'est pas la bonne chose. L'autre chose, ça c'est le malade que vous avez vu tout à l'heure tomber et qui était stimulé dans PPN, et qui, voilà, Valérie Frex, qui est une de nos neurologues, on voulait savoir ce que donnait la stimulation en haute fréquence. Donc là, on n'a pas pu monter à plus de 80 Hz, et vous voyez qu'il s'endort. Il s'endort, c'est un sommeil non REM, hein, puisque sinon il aurait une chute de la tête. Et vous voyez, il est là, il somnole. Quand j'ai montré ça à ma femme, elle me dit je ne vois pas la différence avec toi dans certains moments. Et effectivement, c'est vrai que je somnole assez souvent sur cette mode-là. Et quand vous arrêtez la stimulation, ce que va faire Valérie, eh bien, pouf, il se réveille.
est-ce qu'on a le droit d'utiliser ça pour traiter les troubles du sommeil? Alors, le noyau PPN, c'est pas l'insula. Aller mettre une électrode comme ça, c'est quand même un peu risqué, donc on hésiterait plus. Mais, encore une fois, c'est pas parce qu'on a l'outil qu'on va utiliser ça pour ça. Alors, on s'en était aperçu, comment, non pas parce qu'on est intelligent, simplement on voulait économiser les batteries, et on avait décidé, chez des malades qui étaient chez nous à ce moment-là, de les programmer, le simulateur est programmable, il s'éteint à 10h du soir, il redémarre à 5h du matin. C'est pas la peine vu que quand vous êtes avec des troubles de la marche, pendant la nuit, ça sert à rien. Eh bien, à la visite le matin, les 3 qu'on avait arrêtés, docteur, je ne sais pas ce qui s'est passé, ce matin à 5h, je me suis réveillé. C'est simplement que le stimulateur, qui était à basse fréquence, les avait réveillés. Alors, comme ça qu'on a découvert qu'en stimulant à basse fréquence PPN, on réveillait des gens qui étaient somnolents, les hypersomnies, et à l'inverse, à haute fréquence, on avait plutôt tendance à leur donner une somnolence. Alors, les mécanismes, vous ne faites pas de soucis, on ne va pas rentrer dedans, on ne sait pas. On ne sait pas comment ça marche, on commence à avoir des idées, mais c'est tous les circuits impliqués. Vous mettez une électrode ici, vous stimulez, vous impliquez des tas de choses, et honnêtement, on ne sait toujours pas. On a des idées, il y a une idée qu'on a qui est très farfelue, c'est pas la peine d'en parler tellement elle est farfelue, mais on essaye quand même, avec un groupe de physiologistes que je connaissais bien de Lausanne, de tester cette hypothèse, auquel cas ça serait pas du tout ce que quiconque a imaginé, mais en gros on ne sait pas comment ça marche, mais ça marche. Alors bon, tant mieux, finalement c'est sûr que c'est pas très glorieux, mais ça marche, c'est ça qui compte.